Éric Martel, bonjour. Bonjour, bon matin. Bon matin, oui, en fait, puis si on se fait à l'heure de Montréal. Exactement. C'est un bon... eBay, c'est un bon show, mais je vais commencer par sortir l'éléphant de la pièce, qui est les relations industrielles, les relations de travail. L'IMTA avait envoyé un ultimatum qui se terminait hier, en fait. Vous en êtes où avec ça? Avez-vous répondu? Écoute, moi, je pense que oui. On a répondu. Les discussions, tu sais, moi, c'est normal. On est dans une période un peu particulière, je dirais, avec l'économie. Hein. Tu sais, l'inflation inquiète beaucoup les gens. Fait que les gens se posent beaucoup de questions. Il faut regarder ça aussi. Puis je disais l'autre jour dans une autre entrevue que le défi d'une convention collective, c'est qu'il faut que tu essaies de prévoir qu'est-ce que va être l'inflation dans les prochaines années. C'est différent de nos gens, tu sais, de bureaux, parce que habituellement, on donne une augmentation basée sur l'année d'avant, puis là, les données sont connues. Fait que là, ça amène beaucoup d'incertitudes, puis honnêtement, j'ai parlé avec beaucoup de travailleurs sur le plancher. Je comprends que les gens sont inquiets, mon panier d'épicerie coûte plus cher, etc. Fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on parle encore. On a eu des bonnes discussions dans les derniers jours. Moi, je pense que je demeure positif à notre habileté. Les deux parties, il y a beaucoup de respect entre les deux parties. À réussir à régler la situation. Donc, on peut dire que les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent. Puis tant que les discussions se poursuivent, quand on se parle, c'est toujours positif. OK, ça marche. Bombardier a pris la vedette à IBIS 2022, c'est le Global 8000. Mais cet avion-là, c'est un avion gagnant-gagnant pour Bombardier. C'est difficile de perdre avec ce projet-là. Absolument. Bien, écoute, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de gagner. Fait que pour nous, c'est devenu clair l'an passé. À un moment donné, on a réussi à voler l'avion, dépasser Mach 1 à des vitesses supersoniques. On voulait voir jusqu'où on poussait l'avion, puis sans avoir à faire trop de modifications aussi. Ça, c'était un de nos critères de base. Fait que, tu sais, aujourd'hui, vous le savez, on était déjà le vaisseau amiral. T'sais, on a 100 coques avions en service maintenant. Il y a personne d'autre qui a réussi à date encore à faire le 7500 milles nautiques, les vitesses, etc. Nous, hier, ce qu'on a lancé comme message, c'est non seulement on l'a prouvé avec une centaine d'avions déjà en service, mais là, on vient de lever la barre pour nos compétiteurs. T'sais, là, on est rendu à 8000 milles nautiques. On est rendu à 0,94 de la vitesse du son de Mach 1. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on est les numéro 1 aussi dans l'altitude, dans la cabine altitude. À 2900, on a encore baissé. Puis ça fait qu'on est les premiers. Fait que, tu sais, notre plateforme qui est prouvée, qui est fiable, qui va super bien en service, on est en train de dire à tous nos compétiteurs, bien là, en plus de ça, on vient de lever à bord. Fait que les gens essayaient de nous rattraper. Puis là, bien écoute, on vient je pense, de confirmer qu'on va être le vaisseau amiral de l'industrie pendant plusieurs années encore. Parce que l'intérêt de ça, c'est que ça augmente la valeur marchande du 7500 de 3 millions de dollars. Bien, exact. Là, tu sais, on va vendre l'avion, on va le lister 3 millions de plus. Et je pense que la beauté de l'annonce hier, puisque nos clients, j'ai eu plusieurs clients qui sont venus me voir, et ils ont dit c'est vraiment intelligent ce que vous avez fait, c'est qu'on va offrir un service bulletin, un bulletin de service, où ce que tous les gens qui ont un 7500 pourront acheter un upgrade au 8000. Donc ça, c'est à partir de 2025. À partir de 2025. Fait que quelqu'un qui a un 7500, même aujourd'hui, ou quelqu'un qui va prendre livraison d'un 7500, va pouvoir venir dans nos centres de service s'ils le veulent. C'est pas obligatoire, mais évidemment, comme vous dites, ça aide la valeur résiduelle. Ils vont être capables de faire plus de range, ils vont être capables de faire plus de vitesse aussi. Et à ce moment-là, en 2025, il va y avoir pas loin de 2200 Global 6500. On devrait être pas loin de ça. J'ai pas fait le calcul. Donc, c'est un potentiel de 200 conversions. C'est un potentiel de 200 quelques conversions, probablement. Qui s'ajoute au potentiel de livraison de l'avion, évidemment. Effectivement. Puis, moi, de la façon dont je vois ça, la courbe d'apprentissage en 2025 sur le Global 8000 est presque nulle. Mais presque nulle parce que, tu sais, en fait, c'est beaucoup du software qu'on va modifier. Tu sais, le test qu'on a fait, là, ce qu'on est allé vérifier, c'est que quand on a certifié l'avion, toute la partie structurelle de l'avion, on certifie ça dans une enveloppe. Tu sais, on dit, OK, voici ce qu'il est capable de prendre. Fait que là, on a poussé l'avion pour dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de changement majeur à faire sur l'avion. Et c'est pour ça, c'était un critère important. Quand les gens vont venir avec leur 7500 au centre de service pour faire la modification vers un 8000, ça va être une question de quelques jours. On ne voulait pas rentrer dans un chantier où il faut défaire l'avion puis ça va prendre 2-3 mois. Les gens vont rentrer le lundi matin puis probablement que le jeudi, vendredi, ils vont pouvoir quitter avec leur avion qui est devenu un 8000. OK. Ça veut dire que le Global de 8000 va contribuer positivement au bilan de Bombardier dès Absolument. 2025. Tout de suite. Il n'y a pas de délai. Non, ça ne change absolument rien parce que pour nous,
On va dépenser, évidemment, on a de l'argent à investir pour faire tous les tests. Vous avez vu hier, on a fait un test avec un avion de la NASA, puis etc. Ça coûte de l'argent. On continue de faire un paquet de vérification, de certification, puis il y a du développement de logiciels à faire aussi. Mais une fois que ça c'est fait, puis qu'on a testé ça, il n'y a pas, quand tu commences un programme, que tu as des courbes d'apprentissage, etc., il y a zéro changement sur la ligne de production pour nous. Donc, c'est ça. Pour ça, je disais, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant dans il y a déjà même une partie des frais de développement qui ont été faites parce que les tests en vol en 2021. Absolument. Ça, c'est souvent... Ça, c'était bien important pour les marchés financiers aussi. J'ai promis il y a plus qu'un an et demi maintenant que d'ici 2025, on serait dans une enveloppe de 200 à 300 millions de dollars de capital. Là-dedans, on construit l'usine de Pearson à Toronto. On a des investissements dans d'autres produits qu'on fait, le 3500. Puis ce qu'on va dépenser pour le 8000, c'est dans cette enveloppe de capital-là. Fait que c'est pas... Sur le plan financier, là, on continue d'être très solide, puis ça ne va pas affecter notre profitabilité, le au contraire. Quand je regarde ça, Bombardier, dans son portfolio d'avions, de range de 3000 à 8000 milles nautiques, tout a été revu, sauf un secteur, c'est le 4000 milles nautiques. Moi, personnellement, quand je fais mon calcul, je fais mon analyse, je me dis 1 plus 1, ça fait 650. Parce que... C'est sûr que notre Challenger, c'est un avion qui est mythique quasiment, là, je veux dire. Il est certifié depuis quand même plusieurs décennies, mais c'est un avion qui se vend bien encore, qui est encore très apprécié. On a un prix qui est quand même très, très compétitif sur le marché, fait que les gens trouvent qu'ils ont beaucoup de valeur pour le prix, puis la cabine. La cabine a toujours été le secret de cet avion-là, c'est que c'est la même largeur qu'un Global. Hein. Dans le fond, quand tu regardes la cabine, elle est juste plus courte que pour un Challenger 650. Évidemment, les technologies d'avionique et tout ça ont évolué depuis. Fait que c'est sûr que nous, on y réfléchit. C'est toute une question de timing dans l'aéronautique, parce que quand on développe un programme, il faut qu'on ait en tête qu'il va être là pour 30-40 ans. Fait que, des fois, tu es mieux d'attendre quelques années, d'avoir les bonnes technologies. Est-ce qu'il y a le bon moteur? Est-ce qu'il y a... C'est quoi? On est en train de faire l'écho démonstrateur. Y a-t-il des technologies là-dessus qu'on veut attendre un an, qu'on va vouloir remettre tout de suite? Ce sera pour tout l'écho démonstrateur, parce que ça, on en a pour une dizaine d'années à développer et à tester ces technologies-là. Mais c'est une question, moi, je regarde ça toujours à long terme. C'est pas pour compétitionner demain matin, c'est pour compétitionner dans les 3-4 prochaines décennies. Comment on fait pour avoir le meilleur avion? Ça a toujours été la philosophie de Bombardier. Quand on a développé, exemple, le 5500, on a développé avec GE en partenariat un moteur, le passeport qui était fait pour le 5500. Puis on a cette philosophie-là sur nos appareils. Le 3500, l'HTF 7000 de Honeywell a été développé pour le 3500. Fait qu'on a cette philosophie-là de faire des avions parfaits. Okay. Puis évidemment, quand tu fais un avion parfait au début, il dure plus longtemps. Mais de toute façon, c'est impossible d'avoir un bon avion sans bon moteur. Absolument. C'est comme Absolument. Le moteur, c'est comme le gardien dans une équipe de hockey. Hein? C'est clair. Tu dois avoir la bonne équipe si tu n'as pas le bon gardien. Si tu n'as pas le bon gardien, ça devient difficile. C'est à chaque fois que tu as un lancé, il y a un but qui rentre. Mais c'est la même chose pour nous dans l'aviation. Nos compétiteurs, des fois, ont des philosophies différentes. Ils développent des familles. Ils vont prendre un avion, puis là, ils vont développer un avion qui n'est pas parfait parce qu'ils veulent le grossir puis le rapetisser. Ça, habituellement, ça ne donne pas les meilleurs résultats en termes de performance. Fait que nous, on a une philosophie différente un petit peu. On fait l'avion parfait dès le départ. Fait que, je regarde, je pense que l'histoire démontre qu'on a eu raison. Nos deux Challengers sont là depuis longtemps et sont encore extrêmement compétitifs. Quand même, 40 ans. 40 ans, là, ça, c'est probablement un record dans l'industrie. Mais on en vend encore beaucoup parce que les gens, comme je dis, souvent les gens qui rentrent dans l'avion puis qui vont acheter l'avion, c'est pas les pilotes, c'est les gens qui s'assoient dans la cabine. Puis la cabine est absolument... évidemment, on l'a rafraîchie avec les années, mais c'est une cabine extrêmement performante. Donc, dans le cas du 650, c'est plus une question d'avoir la bonne technologie. Il ne s'agit pas juste de rafraîchir un peu la cabine puis l'optiquer sur le marché. Et tu sais, ce marché-là, quand on regarde, il n'y a pas eu de nouveau. Tu sais, Dassault est là avec le 2000 depuis peut-être un petit peu moins longtemps que nous, mais quand même depuis plusieurs décennies aussi. Les ventes vont baisser plus vite. C'est ça. Puis quand je regarde nous autres, tu sais, c'est pas comme si on n'en vend plus du tout. On en vend encore beaucoup des Challenger 650. Fait que, tu sais, le feu n'est pas pris dans la baraque. On est en train de réfléchir à ce qu'on fait. On attend d'avoir les bonnes technos, puis quand ça sera le temps, on va faire ça. D'ici, est-ce que l'EcoJet soit prêt à recevoir des moteurs adéquats? Oui. Donc, on a une dizaine d'années. D'ailleurs, j'ai vérifié ça avec André Buchberg, là, qui a piloté le Solar Impulse. Puis, dans 10 ans, on va être prêt dans l'aviation générale. Ouais. Bien, l'EcoJet, tu sais, moi, je regarde ça, là, présentement.
on est très agressif, Bombardier, à dire comment on va faire pour réduire les émissions dans l'industrie. Il y a comme trois grosses opportunités devant nous. Il y a ce qu'on fait, nous, avec l'EcoJet, qui est vraiment de faire un aile qui est blendé avec le fuselage, dans le fond, un one-piece qu'on réduit la drague, etc. On pense aller chercher changer la shape, là. 17 à 19% moins d'émissions. C'est quand même beaucoup. Fait que si on teste ça avec la forme qui est différente. Après ça, il y a tous les nouveaux carburants qui sont plus friendly là, environnementalement, qui, eux, vont aller nous chercher un autre pourcentage. Puis après ça, il y a aussi les motoristes qui travaillent aussi sur comment réduire les émissions. Fait que quand on met ça ensemble, on est capable d'avoir un chemin, ce qu'on pourrait dire, il va y avoir de 40 à 50%. Ça va peut-être prendre un autre 20 ans, de tout ça additionné ensemble. La beauté, c'est que le carburant, c'est disponible demain. Ouais, si on n'a même pas besoin de technologie, on n'a pas besoin d'attendre la recherche. Le défi des carburants, c'est vraiment la disponibilité. Fait que, il n'est pas encore là. C'est plus cher. À cause c'est plus cher, il est moins disponible. Mais ça, je pense que ça va être en train de s'adresser. Moi, je pense qu'on est à quelques années de voir de plus en plus dans les aéroports des carburants disponibles. Et ça, c'est un gros gain, ça, déjà, pour l'industrie. Puis après ça, il y a des choses comme nous, on fait avec la forme de l'avion. Donc, d'ici 10 ans, ça se peut qu'il y ait de nouvelles variantes des avions existants de Bombardier qui soient mis sur le marché ou des améliorations, mais pas nécessairement un nouvel avion à partir de zéro. Ça, c'est peu probable. Bien, un nouvel avion à partir de zéro, ça se peut. Tu sais, si les technologies sont là dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va vouloir timer ça. On fait notre éco-démonstrateur en parallèle. Puis ce qu'on aura déjà développé, on pourra le mettre sur l'avion. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on va attendre que l'éco-démonstrateur avant de lancer un nouveau programme. Un projet de technologie, tu lances ça des fois des années d'avance. Puis là, à un moment donné, il y a des pièces que tu dis, ça, on est rendu là, on l'a prouvé, ça marche. On va le mettre sur le nouvel avion qu'on va lancer. Fait que peut-être que ça sera une nouvelle génération dans 10 ans, parce que complètement, ça sera éco-démonstrateur, un genre d'avion comme ça. Puis l'EcoJet, ça ne sera pas nécessairement un avion tout fibre de carbone à tout prix. Là, et là, je dis ça pour les gens qui vont me rappeler l'histoire du Client 85. Il n'y a pas de à tout prix dans ça. Il n'y a pas de grands gains à faire, à moins que tu aies des gains importants à faire sur le poids. Mais s'il y a des gains à faire sur le poids, ça pourrait être considéré. Mais l'aluminium demeure encore très compétitif pour toutes les propriétés qu'elle a. Puis les formes au niveau de l'ingénierie, tout ça, l'industrialisation de tout ça, l'aluminium pourrait très bien... L'aluminium pourrait très bien faire partie du futur encore. Mais des pièces en composite, on en a quand même beaucoup sur l'avion déjà aujourd'hui. Puis on va probablement en avoir encore plus. Puis ça dépend des types de technologies de composite. Il y en a qui ne donnent pas de gains en poids, il y en a qui donnent plus des gains par rapport à la réparation ou la durabilité versus l'aluminium, puis il y en a d'autres qui donnent des gains en poids, un peu comme les ailes qu'on a déjà faites sur, par exemple, l'ancien C-Series. L'autre sujet que je vais aborder, c'est la question du service après-vente qui est en plein développement. Oui. Question comme ça, quand Bombardier ouvre un nouveau centre ou élargit un nouveau centre, quand le contracteur s'en va puis que l'équipement est rentré, ça prend combien de temps? La courbe j'allais dire courbe d'apprentissage, mais ça prend combien de temps à rentabiliser une nouvelle installation? Ça peut prendre dépendamment des modèles. Comme je regarde à Londres, présentement, on avait loué un espace avant de construire notre centre. Fait que là, on a déjà une centaine et plus de techniciens d'entraîner. Donc là, ça va plus vite. Après ça, il faut en rentrer d'autres. Ça peut prendre, je dirais, 1 an, 2 ans, pas si mal. Puis on a des programmes, on est habitué. On a fait Singapour dans le temps. Singapour, je me souviens, on a embauché des gens là-bas, on les a amenés à l'époque à Hartford. On les a formés avec nous pendant un bon 6 mois. Fait que quand ils arrivent là-bas, on a quand même déjà une équipe de base pour partir. Puis après ça, bien évidemment, on recrute, on fait beaucoup de formations. Puis on recrute des techniciens aussi, un mix de... il y a des jeunes qui sortent de l'école, mais il y a des techniciens aussi plus expérimentés qu'on est capable de recruter. Fait que ça, c'est important d'avoir ce mix-là. Et ça, on l'a toujours bien fait. Fait qu'à l'époque, je me souviens, Singapour, c'était ça le modèle. On le fait encore de cette façon-là. Fait qu'on amène des techniciens à un endroit. À Londres, c'est parti. On a déjà notre base solide. Là, le prochain défi, ça va être l'Australie, parce que l'Australie, on part vraiment avec rien. Et ça peut le rendre rentable facilement 1 an, 2 ans. Mais on vend des pièces beaucoup. Les pièces le rentabilisent aussi rapidement. Mais c'est jamais des investissements comme de développer un avion neuf. Non. Ça se compare même pas. Mais premièrement, on n'achète pas les édifices. Habituellement, on va le faire construire, on va le louer. On va s'engager évidemment pour le louer pendant X années. Fait qu'au niveau des liquidités, ça ne demande pas beaucoup de liquidités. Ça demande juste, évidemment, un engagement qu'on va être locataire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, dépendamment des modèles qu'on utilise. Mais fait qu'il y a un investissement à faire, évidemment, au début sur former notre main-d'œuvre.
mais ça va assez vite. Mais le ramp-up, c'est jamais des 100-200 millions d'investissements. Absolument. Mais tu sais, notre modèle, André, c'était un modèle d'être présent. Tu sais, moi, j'avais débuté ça en 2012 à Singapour parce qu'on n'avait pas de centre de service en Asie. Fait que ce qui arrivait, c'est de demander à un client asiatique de dire, viens faire ta maintenance en Amérique du Nord. C'est pas très convenable. Fait qu'il va aller à Jet Aviation ou à d'autres qui sont à Singapour. Fait que notre stratégie, c'était d'être présent, tout simplement. C'est un peu comme votre concessionnaire, si vous avez une Audi, puis que le concessionnaire, il n'y en a pas, il faut que vous descendiez à New York, vous allez dire, je vais aller voir Canadian Tire pour faire mon changement d'huile. Fait que c'est la même chose pour l'aviation. Les gens vont dire, moi, je préfère. Puis les gens reconnaissent que si l'OEM comme nous est présent, ils préfèrent venir chez nous. Souvent aussi, ça aide la valeur résiduelle de l'avion. Tu sais, quand tu es capable d'aller dans le logbook de maintenance, j'ai tout fait ma maintenance avec l'OEM, etc., c'est des choses qui ajoutent de la valeur à l'avion. Fait que ça, notre stratégie de présence, c'est exactement ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est partout. Donc, l'impact positif dans le bilan de Bombardier pour les nouveaux centres, on parle de à partir de 2023 surtout. En 2023, mais on en a déjà eu cette année parce qu'il y a une croissance. Puis tu sais, quand je dis qu'on devient positif, au début, c'est les heures de travail, ça prend un peu de temps parce que les gens, ça prend un peu plus de temps. Mais le fait qu'on vend des pièces, parce que là, les pièces, on est tout de suite gagnant, puis c'est tout le temps, c'est positif dès le départ. Okay. L'autre chose, signature. Vous avez signé, il y a une lettre d'intention avec signature. Absolument. Que moi, je considère important comme Bombardier parce que c'est un potentiel de 200 centres. Vous êtes rendu où avec ça? Bien, écoute, on a beaucoup de discussions, ça avance bien. Entre autres, on parlait des carburants. C'est une des choses qu'on travaille avec eux, c'est d'essayer d'avoir le plus possible de carburant là. On a aussi des ententes où quand il y a des avions qui viennent là, que les techniciens de Bombardier viennent faire la maintenance. Fait qu'on a toutes sortes d'alliances stratégiques comme ça qu'on fait, qui sont bonnes pour eux et qui sont bonnes pour nous. Fait que c'est en train d'être déployé un peu partout, en fait, où sont les deux ensemble. Est-ce qu'il y a déjà des ententes de signer? Parce que j'ai pas vu passer. Il faudrait vérifier. Ben écoute, on a annoncé l'entente de principe, mais après ça, je pense pas qu'on a annoncé. Mais il y a des choses qui ont pris forme, par contre. Mais c'est ça, tout ce que j'ai vu, moi, là, c'est le LOI. Je vérifie, je ne sais pas ce qu'il y a annoncé. C'est le LOI que j'ai vu. On avait annoncé comme en discussion. C'est ça. Mais il y a des choses qui se sont concrétisées. Ça va avoir un impact important sur le service à la clientèle. C'est sûr. Mais tu sais, pour nous, c'est important, comme je disais, une stratégie de présence. Plusieurs de nos clients utilisent signatures. Fait que si tu es là avec même pour une centre de service avec un camion puis des techs, les gens arrivent et disent écoute, j'ai une lumière de brûler, boum, on fait ça rapidement. Fait que tu sais, au niveau du service à la clientèle, c'est important. Puis, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Être le numéro 1 dans l'aviation d'affaires, ça implique être le numéro 1 en présence au niveau service. Absolument. T'sais. Puis tu sais, en service, on est pas mal tous égaux. Tu regardes les ratings, un est à 8.5, l'autre est à 8.4, l'autre est à 8.3. C'est pas comme s'il y a des grandes différences. On est pas mal tous dans le même truc. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'on soit vraiment clairement le numéro 1. Fait que je pense qu'avec nos produits, on l'est. Là. Puis le service à la clientèle, on est vraiment dans un peloton, pas mal tout le monde ensemble, mais il faut vraiment se distinguer. Mais le danger avec le service, c'est que c'est tellement rentable rapidement que pour un OEM, ça serait tentant de dire je vais arrêter de développer des avions, on va me concentrer là-dessus. À court terme, c'est plus... Mais tu sais, à court terme, c'est sûr que on a 5000 avions à entretenir. Fait que ça, il faut aller d'abord chercher notre part de marché qu'on veut avoir. On veut l'augmenter à 50 %. C'est pour ça qu'on ouvre un peu partout. Puis ça va vraiment bien. L'année passée, on a fait un gros bond. Nos avions volent plus depuis la pandémie. Je vous l'ai expliqué sur plusieurs appels. On a vu une accélération aussi des vols. Fait que ça, c'est bon pour nos appareils. Puis notre maintenance, c'est un indicateur pour nous qu'on va faire plus de maintenance. Fait que ça, c'est bien. Mais on doit absolument, mais tu sais, il faut garantir notre futur aussi. Si tu arrêtes de mettre les avions, il y en a qui vieillissent, qui vont se retirer. Si tu n'en rajoutes pas, ta flotte va baisser, va devenir plus petite, puis évidemment, tu vas faire moins de maintenance. Il faut continuer à... Le projet EcoJet est important parce que ne serait-ce que de garder une équipe d'ingénierie qui travaille, qui fait des recherches, puis qui est dans le nouveau... Absolument. La capacité de... Tu sais, c'est une guerre de technologie beaucoup. Puis on compétitionne... c'est sûr, notre plus gros compétiteur, c'est Gulfstream. Dassault aussi. Mais, tu sais, Gulfstream et nous, on se partage quasiment 75 % des parts de marché en termes de dollars, je parle, pas en termes de nombre d'avions, parce qu'on fait des plus gros avions, tous les deux. Puis bon, on est pas mal égal, les deux ensemble. Mais clairement, je pense que si on veut être dominant, le service à la clientèle est clé. Il faut être les meilleurs, puis il faut en plus de ça être présent. OK. Dernier sujet, il y a un homme d'affaires, un jour connu, qui a dit un jour c'est en situation de crise qu'on prend nos meilleures décisions. Okay? Quand Éric Martel est arrivé à la direction de Bombardier en
l'avril 2020, c'était la crise. Et ça l'a été toute l'année 2020, en fait. Absolument. Y a-t-il une décision qui a été prise à ce moment-là qu'aujourd'hui fait dire à Éric Martel, ouf, une chance, je l'ai prise, celle-là? Ouais. Ben, je pense que la décision de rester dans les avions d'affaires était là-bas. OK. On avait le choix. Vous vous souvenez, à un moment donné, il y a eu des discussions, est-ce qu'on garde les trains, est-ce qu'on garde les avions d'affaires, les avions commerciaux. Fait que la décision de formaliser ça a été importante. Puis, il fallait y croire. Moi, je connaissais bien le milieu des avions d'affaires. Puis, au début, c'était pas si évident que ça, parce que quand je suis revenu, je me souviens, les opérateurs de flotte disaient, bien, on va canceller nos commandes, etc. Puis, là, à un moment donné, les choses ont évolué. On est passé de je veux canceller mes commandes à l'été à dire, bien, attends un peu, parce que là, on vole beaucoup. Puis là, un autre 3 mois plus tard, c'était je peux-tu en avoir plus? Fait que ça a comme en 6 mois évolué bien rapidement. Mais c'est sûr que l'année 2020 était difficile. Financièrement, Bombardier était déjà dans une période pas simple, complexe, je vais dire ça comme ça. Puis là, en plus de ça, avec la crise, rapidement, du côté des trains, c'était difficile, du côté des avions, c'était difficile. Les deux marchés étaient affectés. Fait que ça a complexifié notre situation. Mais on a réussi à passer au travers. Aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, on est probablement en meilleure position financière qu'on l'a été depuis probablement une couple de décennies. Donc, compléter la transaction avec Alstom à ce moment-là, c'était essentiel. C'était essentiel, c'était important. Il fallait avoir... Écoute, j'ai toujours dit, il fallait... écoute, la pandémie l'a rendu nécessaire. Je dirais, à un moment donné, là, ça devenait pas soutenable. Puis il fallait dire, bien, la pandémie est là, il faut passer au travers. Puis là, bien, on a vendu, on a complété la transaction. Parce que quand je suis revenu, il y avait trois transactions pas faites à compléter. Là. C'était pas... Puis il y a plusieurs personnes qui disaient, les transactions, ça va tomber parce que le monde était nerveux. On a réussi à faire Alstom, on a réussi à faire MHI. C'était pas clair, MHI, c'était au mois de juin. La pandémie, on n'était pas sorti de là. On a réussi à faire Belfast aussi. Fait que c'était une année, puis on a fallu aller rechercher du financement temporairement à cause de la pandémie. Fait que ces 4 affaires-là ont été déterminantes pour réussir à passer au travers. Puis en parallèle, on se positionnait pour bien faire les avions. L'action à ce moment-là, dans le courant de 2021. 20 quelques cents, à un moment donné. Oui, quelques cents, c'est ça. Puis il y a eu comme un retournement du marché, évidemment. Effectivement. Que personne ne voyait venir, d'ailleurs. Bien, écoute, vous regarderez vos notes quand on était en mai. Moi, j'ai mentionné que les avions d'affaires pourraient en bénéficier. Je n'étais pas sûr de mon affaire à 100%, mais je me disais, si les airlines ne volent pas, c'est pas vrai que les gens ne vont pas vouloir se déplacer. Ouais. Puis les gens vont vouloir se déplacer, quel autre moyen qu'ils ont? C'est sûr que pas tout le monde a peut-être les moyens de voyager privé, mais ceux qui ont les moyens. Puis je me souviens, j'avais toujours en tête une étude de McKinsey avant la pandémie qui disait que seulement 19% des gens qui ont les moyens de voler en avion d'affaires le font. C'est un milieu un peu méconnu. Fait que là, ça a fait que beaucoup de monde l'ont essayé. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux adhérents aux avions d'affaires puis qui vont rester. Les gens qui voyageaient en première classe British Airways, Air France, absolument, qui payaient 10 000 pour un billet aller-retour New York-Paris, par exemple. Oh, oui. C'est une clientèle. Une clientèle. Aujourd'hui, ces gens-là, ils disent, bien là, écoute, oui, c'est un peu plus cher, mais les gens avaient comme la perception que c'était 10 fois plus cher. C'est pas 10 fois plus cher, c'est peut-être 1,5 fois, 2 fois plus cher qu'un billet en première classe. Puis là, je pars à l'heure que je veux. Puis j'ai pas besoin d'être avec 300 personnes d'un avion puis risquer de pogner un virus, quelque chose. Je suis avec ma famille, par exemple, ou avec mes collègues de travail. Fait que ça a comme changé un peu le mindset. Puis les gens qui l'ont essayé, ben c'est dur de retourner en arrière. C'est comme très difficile. Ça, c'est très fait qu'on est bien placé. On a eu une année 2020 qui était complexe, je vais dire ça comme ça. Mais dès la fin de 2020, on a vu les ventes des avions d'affaires reprendre. Puis après ça, en 2021, on a eu une magnifique année. On a fait des engagements financiers. Aujourd'hui, on est en avance partout. Fait que c'est sûr que le marché nous a aidés à aller plus vite. Moi, jour 1, je dis à l'équipe, il faut qu'on remonte notre backlog. C'est l'affaire la plus importante. Puis là, on a réussi plus rapidement que prévu à le faire. On a une bonne posture. D'ailleurs, ça devrait être obligé d'être décrire à côté de la porte d'entrée d'un avion d'affaires. Le besoin croît avec l'usage, comme on pourrait écrire ça. Parce qu'effectivement, c'est un produit très intéressant. Il n'y a rien comme... C'est clair. Tu arrives avec ta voiture, tu débarques de ta voiture, tu embarques dans l'avion, puis c'est go. 10 minutes plus tard, c'est le temps que tu sautes. L'autre jour, je regardais, j'ai volé commercial, j'allais juste à New York aller-retour, puis là, tu pars de ton bureau 2h30 avant. Si je vole privé vers New York, je peux partir une demi-heure avant, puis j'embarque dans l'avion 15 minutes avant, puis on est parti. Fait que je viens de gagner 2 heures. Souvent, les gens d'IT vont interdire au CEO d'ouvrir son laptop pendant les aéroports. Je sais pas si c'est oui, effectivement. Des fois, il y a des règles comme ça qu'on est plus prudent. Fait que, OK, c'est intéressant. Ben, moi, j'ai couvert... Faites le tour. Ben, merci d'avoir pris le temps.